Bonjour à vous. On entend souvent autour de nous des personnes, des citoyens, des amis, de la famille qui nous disent on n'y comprend rien à cette crise, on n'est pas expert, c'est compliqué, c'est le fatras, Raoult il dit ci, tel professeur il dit ça, tel expert il dit ça, les politiques disent ci, dans les autres pays ils font ça, on n'y comprend rien. Et donc ça devient trop compliqué pour nous. On échange, on recherche des informations, mais on finit noyé et on a de la difficulté à savoir qui croire. Alors cette vidéo, c'est pour répondre à cette question, qui croire au final, et donc vous aurez la réponse tant attendue en fin de vidéo, mais en attendant on va essayer de partitionner tous les publics qui peuvent s'exprimer durant cette crise, et dont on va entendre les échos régulièrement. Alors entre-temps, eh bien quand on va investiguer, rechercher des informations, essayer de réfléchir, de comprendre, de faire des liens, on va se perdre, et puis ça va devenir trop compliqué, et on va abandonner. On va abandonner ce pouvoir souverain de collecter de l'information, d'utiliser notre capacité de réflexion, voire notre bon sens. On va subir des émotions, comme la peur, comme l'anxiété, le trouble, et on va être noyé, on va être submergé, et au bout d'un moment, on va redevenir immobile, stérile dans sa pensée. Et on va laisser à d'autres le soin de réfléchir pour nous, de transmettre les infos, puis au bout d'un moment, on ingurgitera plus ou moins certaines infos, et on va se diriger peut-être de manière monolithique vers un type d'information, celui qui nous rassurera, mais on peut aussi se rassurer dans la peur, dans l'anxiété, en se disant ces décisions sont prises en concordance avec ce que je ressens. Et donc c'est vraiment difficile pour nous de s'y retrouver. C'est difficile aussi pour ceux qui cherchent à relayer des infos, à les synthétiser, ce que font les journalistes, ce que font aussi les scientifiques, ce que devraient faire les politiques aussi dans leur mandat, c'est-à-dire d'aller vers des experts, de réfléchir et de prendre des décisions. Et donc, qui maîtrise quoi? Qui détient l'information? Qui relaie l'information? Est-ce qu'il y a des conflits derrière? Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce qu'il y a des idéologies? Est-ce qu'il y a des obscurantismes? Eh bien tout ça, on va le voir rapidement. Tout d'abord, les personnes auprès de qui on cherche des informations, ce sont les médias. Et si on est froidement pragmatique, eh bien, on regarde qui parle dans les médias. Eh bien, les médias sont détenus par des grands groupes, par des milliardaires. Il y en a 8 ou 9 en France qui contrôlent l'ensemble de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Donc on se dit que l'information, si elle est contrôlée par quelques grands groupes industriels qui possèdent plusieurs activités, eh bien dans leur groupe, peut-être que l'information ne sera pas objective, et que si ce sont eux qui payent les salaires des personnes qui cherchent les infos, les synthétisent et les présentent au public, peut-être qu'il y a le conflit d'intérêts, peut-être aussi qu'il y a un conflit d'intérêts puisque l'État français subventionne à hauteur de 2 milliards d'euros l'année dernière les médias au titre de la culture. Donc ça c'est tout. Alors tout ce que je vous dis c'est évidemment vérifiable. Donc il y a un double conflit d'intérêts. On va être une part le fait que ces groupes médiatiques soient détenus par des gens de fortune qui possèdent d'autres activités, donc des activités qui peuvent avoir un impact positif ou négatif en cas de crise. Il y a aussi un conflit d'intérêts à être subventionné par l'État, donc c'est-à-dire que les décisions prises, la politique de l'État pourra peut-être être difficilement critiquable par ces mêmes médias. Et puis il y a un triple conflit d'intérêts, puisque eurofordocs.com, qui est un site qui révèle tous les subventions des laboratoires pharmaceutiques dans les différents secteurs d'activité, nous montre qu'il y a eu l'année dernière 417 millions d'euros d'investis par les firmes pharmaceutiques, je vous mets le lien en bas, pour les médias. Donc support presse, subvention, la publicité qui est faite. Donc évidemment, on peut se poser la question d'avoir une information objective, pragmatique, complète et non orientée. Ensuite, dans ces mêmes médias, il n'y a pas que les journalistes qui y figurent. Vous avez ce qu'on appelle les médecins de plateau. Ce sont souvent les mêmes personnes qui vont donner leurs avis, leurs expertises. Eh bien, ils vont souvent être présentés de manière neutre, alors qu'ils devraient, de manière honnête, déclarer leur conflit d'intérêts, ce qui est rarement le cas. Et quand on va sur Transparence Santé, eh bien, on se rend compte que la plupart des médecins, des experts qui sont présents sur les plateaux télé ont de lourds conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques, ceux-là même qui peut-être ont intérêt à ce que leur traitement soit plus ou moins utilisé en cas de crise, généralement plus. On l'a vu avec l'affaire du Remdesivir qui a fait scandale, puisque l'Union européenne a acheté 1,5 million d'euros de doses quelques jours avant que ce médicament, ce traitement, soit interdit par l'OMS.
et qui avait été largement promu dans les médias, et qui a même été distribué gratuitement par l'État, où à son sommet, de grands conflits d'intérêts existaient, notamment Karine Lacombe, qui était en conflit d'intérêts de plusieurs dizaines de milliers d'euros avec ce laboratoire. Et donc Karine Lacombe appartient au conseil scientifique, et ce conseil scientifique a touché l'année dernière la coquette somme de 450 000 euros de la part des firmes pharmaceutiques, c'est ce qu'on retrouve sur Transparence Santé, et ça ne tient pas compte des actions qu'ils ont eues, donc pareil, ce même conseil scientifique qui conseille les politiques, eh bien il n'est pas neutre, donc on peut se poser la question de la partialité, et nous, grand public, évidemment, on se dit, mais est-ce que c'est une information qui a un intérêt pour la population? Est-ce que c'est un intérêt pour les firmes pharmaceutiques ou un intérêt pour les personnes du conseil scientifique qui peuvent voir leur rémunération augmenter? On peut aussi se poser la question des politiques qui vont prendre ces décisions à la suite des comptes rendus secrets de ce conseil scientifique, puisque ce sont des personnes qui ont un mandat, donc qui ont un statut particulier, qu'ils cherchent à voir être conservés, et puis et donc peut-être qu'ils ne sont pas, on va dire, libres de leurs pensées, de leurs mouvements, de leurs actions, s'ils veulent voir leur statut conservé, et on le voit bien à l'Assemblée nationale, où des lois capitales sont votées dans une assemblée vide pour la plupart, par exemple les prolongations d'état d'urgence, où seulement un quart, un cinquième des députés sont présents à peine, et puis où sur des lois majeures, on n'entend pas beaucoup de débats, où il n'y a même pas de réclamation de compte-rendu de ce conseil scientifique qui oriente pourtant toute la politique sanitaire en France, que ce soit sur les confinements, que ce soit sur la politique de prise en charge des traitements, que ce soit sur les subventions données aux entreprises ou aux secteurs qui ne peuvent plus fonctionner. Donc ça pose évidemment question, et le citoyen n'est pas dupe et marque un désintérêt et se positionne de manière plutôt négative face à la politique qui devrait pourtant rayonner dans son quotidien. Et puis il y a également les journalistes et les éditorialistes qui, on peut le constater, font plus preuve d'idéologie que de pragmatisme et d'objectivité. Et puis eux aussi, ils souhaitent conserver leur place, puisque les places sont chères dans le milieu du journalisme, puisqu'il y a plus de demandes que d'offres. Et puis ce sont des emplois précaires, on est pigiste, on est payé à la ligne, et on a rarement des CDI, c'est souvent des CDD ou des contrats d'intermittents pour boucher des trous selon l'actualité. Donc pour conserver sa place ou sa carte de presse dans un secteur extrêmement précaire, eh bien on est plus docile, plus malléable, et même si ça va à l'encontre de nos idées, eh bien on pense à payer ses factures à la fin du mois ou son loyer, et donc peut-être qu'on n'a pas la plume aussi libre qu'on le voudrait, et qu'en communauté de rédaction, on s'écrase un petit peu devant le poids de la censure ou de l'imposition de la ligne éditoriale. Et puis enfin, les rapports, les expertises des laboratoires pharmaceutiques, sur lesquels s'appuient beaucoup de choses, mais pourquoi sont-ils là, ces laboratoires? Évidemment pour le business, ce sont des entreprises privées, leur travail, ce sont de faire fructifier un secteur d'activité, donc ils le font comme n'importe quel autre, il n'y a pas à leur jeter la pierre, la naïveté vient ou des politiques qui croient en la véracité absolue de leurs études, ce que certains députés européens se sont plaints d'avoir trop peu d'informations. Par exemple, là, sur les injections, on se rend compte que les laboratoires, par exemple comme Pfizer, donneront leur compte-rendu en 2023, et puis qu'on a le droit de consulter, si on est député, seulement 20 minutes, ou si on est expert, seulement 20 minutes, les documents proposés de plusieurs dizaines de pages. Donc, il n'y a pas une transparence honnête qui est faite. Et puis surtout, il y a le fait qu'ils soient déresponsabilisés en cas d'effets secondaires. Donc ils sont là pour faire du business et ils ne sont pas responsables en cas de problématiques de santé éventuelles. Alors oui, ça pose question, beaucoup de personnes s'en offusquent, mais il n'y a pas à s'en offusquer, puisque à une époque, il y avait la vente d'armes qui rapportait beaucoup, aujourd'hui il y a moins de conflits, avant il y avait le pétrole, mais maintenant, on va dire, l'avenir n'est pas au beau fixe, donc aujourd'hui ce sont les domaines de la santé et de la pharmaceutique. Et donc on assiste à une privatisation de la santé, une infiltration du secteur médical et politique par les firmes pharmaceutiques, et donc bien évidemment que ces informations qui proviennent de ces firmes devraient être contrôlées. Et puis on a aussi des informations qui viennent de sphères un peu étranges, qui peuvent être jugés complotistes, peut-être à raison, peut-être que ce sont des gens apeurés, peut-être que ce sont des gens paranoïaques, peut-être que ce sont des gens en manque de sensation ou de reconnaissance. En tout cas, on va voir des informations qui vont pulluler, et puis nous, grand public, on va être assez naïf, et puis on peut se dire, est-ce que je vais croire ces gens-là? Quels sont leurs intérêts? On va dire, je n'ai pas d'intérêt, oui, mais peut-être que tu es mu par une idéologie quand même, peut-être que tu es mu par une émotion, par exemple la paranoïa, la peur, le complot partout, et donc là, est-ce qu'on va croire ces personnes-là aussi? Sont-elles aussi crédibles que les laboratoires pharmaceutiques, les politiques ou les journalistes?
Sans doute que non. Et puis vous avez aussi le citoyen lambda qui va répercuter des informations, qui va mettre ses idées, qui va mettre des informations, des ragots, et puis des choses qui vont être colportées sans être vérifiées. Et puis nous, on va être au milieu de tout ça, éventuellement avec un mec sur YouTube qui a un pull en laine à capuche, qui va essayer de les synthétiser. Et est-ce qu'on aurait intérêt à le croire lui ? Qu'est-ce qui le traverse? Pourquoi il fait ça? C'est quoi son intérêt? Eh bien, toutes ces questions, elles se retrouvent de manière très saine. En gros, il faudrait, pour s'y retrouver, poser la question, y a-t-il un conflit d'intérêt chez cette personne ou chez ce groupe de personnes? Cette personne a-t-elle un poste à défendre? Cette personne a-t-elle une idéologie à défendre? Cette personne ou ce groupe de personnes ont-ils ou cette personne a-t-elle un bénéfice à tirer de cette crise, que ce soit financier ou on va dire en termes d'image, de notoriété ou autre? C'est-à-dire qu'au-delà des mots qui sont écrits, qui sont prononcés, véhiculés à travers des supports, ça peut être Internet, ça peut être les médias tels que la presse, tels que la radio, tels que la télé. Au-delà des mots, quelles sont les actions concrètes qu'il y a derrière? Quel est le langage utilisé? Quelles sont les manipulations éventuelles? Quels sont les conditionnements qui sont apportés? Et surtout, quels sont les liens qu'il peut y avoir? Y a-t-il quelque chose à vendre? Une idéologie, un produit, un concept, un mode de vie? Et donc, ce sont ces questions-là fondamentales qu'il nous faut nous poser, nous, quand on est au milieu de tout ce bazar que j'ai présenté, c'est-à-dire qui croire, quoi croire. Eh bien, ça demande du travail, de l'exigence, de notre côté, et un positionnement aussi. C'est-à-dire, est-ce que l'information qui est transmise, que je reçois, est-ce qu'elle résonne en moi? Est-ce qu'elle me fait vibrer? Est-ce qu'elle est claire? Est-ce qu'elle est limpide? Même si elle est fataliste, est-ce qu'elle correspond à une réalité? Est-ce que même si elle perturbe ma vision des choses, est-ce qu'elle fait écho à quelque chose qui me semble profondément juste en moi? Est-ce qu'elle correspond à du bon sens? Est-ce qu'elle correspond à une croyance? Est-ce qu'elle vient faire résonner une peur? Ou au contraire, est-ce qu'elle vient nourrir de manière qualitative ma réflexion? Et puis surtout, au-delà de tout ça, à travers l'émetteur d'informations, la source d'émission, est-ce que, quand j'observe en moi ce qu'il se passe, est-ce que je ressens de la bienveillance et de l'amour?